Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier, c'est le jour des Marius. Mes respects, patron. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Chapitre 98, le naufrage. Égoïsme et dévouement. Honte aux égoïsmes qui ne songent qu'à eux-mêmes. Honneur à l'homme désintéressé qui s'oublie pour les autres. Le petit Julien s'était couché tard, on était inquiet à bord du bâtiment. Car la mer était de plus en plus mauvaise. Au milieu de la nuit, le petit enfant dormait profondément comme on dort à son âge. Tout d'un coup, il fut réveillé, en sursaut. Au-dessus de sa tête, sur le plancher du navire, il entendait les marins aller et venir avec agitation. En même temps, c'étaient de longs roulements comme ceux du tonnerre. Des sifflements aigus, des grondements à assourdir. Julien avait déjà entendu des bruits de ce genre, mais bien moins forts, lors de la première bourrasque que le Poitou avait essuyée. Hélas, c'est encore une tempête. Il chercha autour de lui son frère, mais André n'était plus là. Sans doute il s'était réveillé avant Julien et était sorti de la cabine pour aider les matelots. Julien essaya de se lever, mais la mer secouait tellement le navire qu'il ne pouvait plus se tenir debout et fut jeté contre la cloison. L'enfant épouvanté rassembla pourtant tout son courage. Il s'habilla en hâte. Pria le grand architecte de l'univers en lui-même, il ouvrit la porte de la cabine et fit quelques pas en s'appuyant contre les murs. Le bruit se faisait entendre encore plus fort, plus effrayant. Les coups de tonnerre se succédaient sans interruption et la lueur des éclairs était si vive que Julien fut obligé de fermer les yeux. En même temps, la mer mugissait avec violence, au point d'étouffer par instants les bruits de tonnerre. Tout à coup, un grand craquement se fit entendre. Le bâtiment trembla de la quille jusqu'au mât, et Julien reçut une telle secousse qu'il roula de nouveau par terre. Le navire venait d'être jeté sur un écueil. Un long cri d'effroi retentit à bord, se mêlant au sifflement du vent et du flot. Julien, pris d'une peur indicible, se mit à crier de toutes ses forces. « André ! André !» Une main le souleva. La main de son frère qui avait tout d'abord à penser à lui dans ce suprême péril. André serra l'enfant dans ses bras. « N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je ne te quitterai pas. » Julien, il faut prier le grand architecte de l'univers. Il faut avoir confiance en lui. Il faut avoir du courage. Tout en parlant ainsi, Julien emportait l'enfant dans ses bras, tâchant par son énergie de relever le courage de son jeune frère. Car André n'avait point changé, et tel nous l'avons déjà vu dans l'incendie de la ferme d'Auvergne, tel il était encore à cette heure.
gardant sa présence d'esprit au milieu du danger. Il avait d'abord aidé au mieux les matelots pour la manœuvre. Mais maintenant, on ne devait plus qu'à songer opérer des sauvetages, car le navire était perdu. Malgré les efforts du pilote Guillaume et ceux de l'équipage, il avait été précipité par le vent sur les dangereux rochers de la côte, et son flanc avait été si largement ouvert que de toutes parts on entendait l'eau entrer avec bouillonnement dans la cale. Le bâtiment, appesanti, s'enfonçait peu à peu dans les flots, comme si une main invisible l'eût entraîné par le fond. Lorsqu'André arriva sur le pont du navire, il tenait toujours Julien dans ses bras. Il s'arc-buta contre un mât car des lames écumantes sautaient sur le pont et lui fouettaient les jambes avec assez de force pour le renverser. Le capitaine, jugeant qu'il n'y avait plus aucun espoir et pas une minute à perdre, venait de commander la chaloupe et de la mettre à la mer. À la lueur des éclairs, on voyait les matelots courir en désordre. C'était un affolement général. Bientôt, quelques matelots s'écrièrent que l'embarcation était trop petite pour contenir tout le monde. D'autant plus que l'oncle Franz et les deux enfants se trouvaient en sus de l'équipage habituel. Qu'on mette le canot à la mer! C'est un ordre! Le petit canot du Poitou était une seconde embarcation beaucoup plus légère que la chaloupe, et si frêle qu'elle ne semblait pouvoir résister un instant aux vagues furieuses. L'un des matelots s'approcha du capitaine et d'une voix brève, hardie, pleine de révolte, en montrant le canot du doigt. « Capitaine, pas un homme de l'équipage ne doit monter là-dedans. La chaloupe peut à peine contenir l'équipage habituel du bâtiment. Vous avez pris, en surplus, le charpentier et ses deux neveux. Ils sont de trop, et c'est à eux de se servir du canot. Nous avons, nous, droit à la chaloupe. Nous ne céderons la chaloupe à personne. Le capitaine essaya bien de protester, mais ses paroles furent bientôt couvertes par les voix de la révolte et qui se répétaient comme pour s'encourager. « C'est notre droit! C'est notre droit! C'est notre droit !» Alors le vieux pilote Guillaume s'avança vers les matelots. « Au moins, sauvez cet enfant !» Et il voulut mettre Julien dans ses bras pour le leur passer. Mais le petit Julien s'accrocha résolument au cou d'André. « Je ne veux être sauvé sans mon frère. Je ne le quitterai pas. » À travers le bruit terrible de la tempête, on entendit pour toute réponse ce cri égoïste et sauvage des matelots. « Qu'il reste! Chacun pour soi !» Les instants pressés. L'oncle Franz se dirigea vers le petit matelot, vers le petit canot. « Viens, André, apporte-moi Julien !» En parlant ainsi, la voix de Franz tremblait, comme celle d'un homme qui songerait qu'il va amener à une mort presque certaine ce qu'il a de plus cher au monde. Car Franz connaissait mal la côte, et le canot était si fragile qu'il paraissait impossible qu'il résistât aux lames. Au même moment... « Attendez-moi, Franz ! Ce n'est pas moi qui abandonnerai deux enfants et un ami en péril.
Nous nous sauverons tous, Franz, ou nous mourrons ensemble. Capitaine, ma place est ici. La vôtre est avec vos hommes. Partez. Je me charge du canot. Le capitaine se dirigea alors vers la chaloupe. L'instant d'après, elle avait disparu, s'éloignant vers l'horizon noir. Et le vieux pilote était seul, dans le canot, avec Franz et les 2 enfants. Demain, le chapitre 99. La nuit en mer. Une gravure. Les récifs de la Manche. Les récifs et écueils sur lesquels se brise la mer offrent un perpétuel danger aux vaisseaux. Sous ce rapport, les côtes françaises et anglaises de la Manche sont parmi les plus périlleuses. Ce sont les récifs du Calvados qui ont donné leur nom à ce département. Portez-vous bien. Par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.